on est de nombreux professionnels de terrain à le dire, on ne fait plus du tout le même travail aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Les enfants, donc je peux surtout le dire à partir des enfants signalés en difficulté par les écoles maternelles, il y a 7 fois plus d'enfants en difficulté aujourd'hui que quand je suis arrivée il y a 15 ans. Et les difficultés sont bien plus inquiétantes et bien plus graves. Qui vous signale ces difficultés Alors, pour ma partie médecin d'école, ce sont les enseignants. Donc les enseignants vous appellent et vous disent... Les enseignants m'appellent et me disent: Docteur Ducanda, il faut absolument que vous voyiez cet enfant. Et donc, ils demandent aux parents de prendre rendez-vous avec moi pour que ça reste une démarche du parent. Et donc, je vois aussi en consultation des enfants en difficulté, mais c'est moins évident parce qu'on les suit depuis qu'ils sont nés. Et donc, il y a un accompagnement qui se fait. S'il y a une difficulté, on peut peut-être y remédier. Alors que quand l'enfant arrive à l'école à 3 ans et qu'il n'a pas été suivi, surtout avant par nos services, on découvre des enfants vraiment en très grande difficulté qui n'ont pas acquis les compétences normales de l'enfant de 0 à 3 ans qui lui permet de devenir élève et de rentrer dans les apprentissages scolaires. Donc vous constatez depuis quelques années un tableau clinique typique Oui. qui revient quand un enseignant vous dit voilà, tel enfant ne sait pas faire telle chose qu'il devrait savoir faire à cet âge-là. Et qu'est-ce que vous constatez en fin de compte qui vous inquiète à ce point-là? On a de plus en plus d'enfants en retard de développement. C'est-à-dire que toutes les compétences sont touchées. Retard moteur, motricité fine, motricité globale, le langage, alors ça c'est évident. On a de plus en plus d'enfants qui arrivent à l'école et qui ne parlent pas. Quand je dis qu'ils ne parlent pas, j'ai des enfants de 4 ans qui disent même pas baba, dada, ce qu'un bébé de 9 mois devrait faire. Le babillage, ils ne babillent pas à 4 ans. Ils sont complètement mutiques, inexpressifs. Ils ont des retards, des enfants de plus en plus qui ne comprennent pas. À 12-18 mois, un bébé, si vous lui dites va chercher tes chaussures, il va chercher ses chaussures. On a des enfants de 3-4 ans qui ne comprennent pas va chercher tes chaussures. Donc vous imaginez, l'enseignante a beau être la meilleure enseignante du monde, elle ne peut pas faire rentrer l'enfant dans les apprentissages. On a de plus en plus de troubles du comportement, des enfants qui s'enfuient, des enfants qui courent partout, des enfants intolérants à la frustration. Vous leur dites, à l'école, il y a plein de frustrations, hein, c'est pose le jouet, viens t'asseoir, t'as pas le droit de faire ça. On a des enfants qui se roulent par terre, qui ne supportent pas. Donc on est amené à déscolariser de plus en plus de tout petits. Dans la ville où je suis de 30 000 habitants, le premier jour de la rentrée, il y a 3 enfants qui ont été déscolarisés. Parce que pour ces enfants, on demande des aides. On appelle ça en France des auxiliaires de vie scolaire. C'est des personnes supplémentaires dans la classe pour aider l'enfant, que ce soit un problème de comportement ou bien qu'il puisse rien faire tout seul. Et comme il faut 1 an maintenant d'attente pour avoir cette aide, quand c'est un trouble de comportement où l'enfant est agressif, court partout, s'enfuit, se roule par terre, on est obligé de le déscolariser, il retourne chez papa et maman. Il y a des parents qui sont obligés d'arrêter leur travail pour s'occuper de leur enfant. Donc on voit vraiment des troubles de plus en plus graves, de plus en plus fréquents, même si les troubles qu'on voyait avant existent toujours. Mais il y a vraiment cette augmentation de troubles-là. Et quand vous voyez ces troubles qui augmentent, vous en avez cherché les causes, je suppose? Alors, je prends toujours beaucoup de temps pour interroger un petit peu les parents sur ce qui se passe à la maison. Et depuis quelques années, quand je demande aux parents, mais qu'est-ce qu'il fait votre tout petit chez vous? Qu'est-ce qu'il a fait de 0 à 3 ans? Décrivez-moi une journée type d'un dimanche. Les parents me disent de plus en plus, ce qu'il adore, c'est aller sur mon smartphone. C'est prendre la tablette qu'on lui a offert à Noël pour ses 18 mois. C'est regarder la télé. On a le bouquet et on a acheté une chaîne spéciale pour les bébés, Baby TV, en pensant que c'était bien. Plein de petites comptines, des petits jeux où il faut répéter les chiffres ou les lettres. Et l'enfant adore ça. Et il n'a plus envie, les parents nous disent, il n'a plus envie de faire autre chose. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte que tous ces enfants en difficulté étaient très souvent, pas tous, mais très souvent exposés beaucoup aux écrans. Et surtout que quand les parents arrivaient à arrêter les écrans, les troubles disparaissaient. L'enfant se remettait à avoir un comportement adapté, à se poser, à plus être agressif, à commencer à regarder, à parler. Parce que dans les troubles, on a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles du contact. Ils ne vous regardent pas quand vous leur parlez. Ils ne répondent pas à leur prénom, ils sont dans leur bulle. Comme des enfants autistes. Vous parlez d'autisme. Oui, on parle d'autisme virtuel. Depuis ma vidéo, on a pris ce terme-là d'un psychologue roumain. Ce terme est parfaitement adapté. L'autisme, il est virtuel parce que l'enfant, il n'est pas né autiste. Il est devenu avec des signes autistiques à cause des écrans. Et puis virtuel parce qu'il est dû à toute cette exposition d'outils et d'écrans virtuels beaucoup trop important pour l'enfant. S'il y a un quart d'heure de dessin animé, s'il fait un quart d'heure de petits jeux éducatifs avec papy à côté, il n'y a pas de problème. Les enfants que je vois en difficulté sont 4 à 5 heures par jour devant les écrans, des fois plus. Des fois 6 à 12 heures même. Oui, des fois 6 à 12 heures toute la journée.
Ça peut être très facilement le petit de 2 ans, de 0 à 3 ans, qui est beaucoup dans le salon, et la télé est allumée toute la journée. Il la regarde ou pas, des fois il la regarde, des fois il la regarde pas. Et puis de plus en plus, les parents donnent leur smartphone à l'enfant pour plein de raisons. Ça calme l'enfant, ça marche à tous les coups, beaucoup mieux que n'importe quel autre jouet. Et puis il s'en lasse pas. Au bout d'un moment, vous devez trouver un autre jouet, vous devez trouver une autre occupation pour un bébé de 18 mois. Avec l'écran, il reste scotché si vous ne lui enlevez pas. Et puis ça occupe l'enfant, et donc les parents en profitent pour faire le repas, pour faire le bain du bébé, pour se délasser un petit peu. Donc ça marche très très bien, ça occupe l'enfant. Donc les parents le donnent de plus en plus. Donc on a de plus en plus d'enfants, ça paraît incroyable, mais ça peut être 5 heures par jour. Les parents me disent, au début c'était une demi-heure de dessin animé, et puis très vite il aimait ça, il était content. Quand je lui enlevais, il n'était pas content, et moi j'en profitais pour faire autre chose. Et souvent c'est un petit peu le cercle vicieux, c'est un petit peu l'escalade. Et au bout d'un moment, quand ça fait 4-5 heures, on ne peut plus lui enlever. Il est comme en manque, c'est comme un drogué, il fait une crise de sevrage. Donc il hurle, il pleure très fort, il se tape la tête contre les murs. Ça fait très peur aux parents. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne trouvent pas d'autre solution que de remettre l'écran pour l'enfant, comme une drogue, tellement l'enfant fait une crise, quoi, et éprouve un grand mal-être. Donc l'écran, ça se referme comme un piège sur le petit et sur son parent. Ils pensent bien faire dans un premier temps, et puis au bout d'un moment, ils ne peuvent plus s'en passer. Donc sans doute que l'enfant se lève et il a besoin de son écran. C'est des enfants qui regardent entre 6 et 12 heures, qui regardent le matin à la télévision, ou en tout cas un smartphone, des tablettes, des choses comme ça. C'est en permanence. Donc les parents ne se rendent pas compte. Alors, il y a des parents qui ne se rendent pas compte. L'enfant a l'air bien, il peut même rigoler devant un petit dessin animé. Et surtout, les parents pensent bien faire dans les petits jeux éducatifs ou les dessins animés éducatifs, parce qu'ils entendent leur enfant répéter les chiffres. Répéter les lettres, dire des petits mots, des fois en anglais. Et donc les parents pensent qu'il est en train de parler. Sauf que parler, c'est pas répéter. Parler, c'est utiliser le mot à bon escient et surtout pour communiquer avec quelqu'un. C'est une intention de parler. Quand l'enfant répète les couleurs, il n'y a aucune intention de parler. J'ai des enfants de 4 ans qui rentrent dans mon bureau et quelle que soit la question que je pose, vont me dire une couleur de ce qu'ils voient sur la table. Donc je lui dis bonjour, assis-toi, il va me dire bleu. Comment tu t'appelles? Il va me dire vert. Combien il y a de cubes? Il va me dire jaune. Et en fait, l'enfant a tellement répété la couleur sur son petit jeu éducatif comme une machine que sa pensée n'est occupée qu'à ça et ne peut pas élaborer autre chose. Il ne peut même pas entendre que je lui pose une autre question. Et le parent qui est à côté est souvent très fier et lui fait répéter, regardez docteur, et lui demande toutes les couleurs en pensant que c'est bien. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et beaucoup de parents se font avoir, c'est un leurre, ces jeux éducatifs. Aucun jeu éducatif n'est éducatif sur un écran pour un enfant de 0 à 4 ans. Il a besoin pour parler que ce soit un humain qui lui parle, qui s'adresse à lui et qui lui parle de quelque chose qui veut dire quelque chose. Si vous répétez 2, 3, 4, parce que vous voyez 2, 3, 4, comme la tablette ou les couleurs, vous ne savez pas parler. On va demander à l'enfant quel âge tu as, il ne va pas savoir dire 2, 100, alors qu'il sait compter jusqu'à 50 en anglais. Pour les enfants qui font des petits jeux éducatifs sur smartphone et sur tablette, où ils apprennent finalement la comptine des chiffres. Ils ne savent pas compter, ils ne savent pas dénombrer, mais quand on fait 1, 2, ils continuent 3, 4, 5, 6. Et quand ils voient un chiffre, ils disent le chiffre. J'ai ce petit jeu là. Donc c'est un test du langage pour les enfants de 3 ans et demi, 4 ans et demi. Et je demande à l'enfant, tu vois là, le petit chien il est sur la niche. Et là il est où le chien? Donc l'enfant de 4 ans qui se développe normalement doit dire il est dans la niche. Et là, il est où le chien? Il est derrière la niche. Et j'ai des enfants qui attendent même pas que j'ai fini de parler et qui disent tout de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas où est le chien, ils voient les chiffres et de façon automatique, comme ils font sur leur petite tablette, ils répètent les chiffres. Et ça, c'est un autre petit exercice. Ils n'entendent pas la question non plus. Ils n'entendent pas, ils ne réalisent même pas pour certains que je suis en train de m'adresser à eux et de leur parler, parce qu'on ne s'adresse pas assez à eux. C'est toujours la bande-son de la télé ou de la tablette ou du smartphone qui parle. Donc il n'y a pas ce tour de parole où je parle, l'enfant m'écoute, puis après c'est lui qui parle, c'est moi qui écoute, et ce tour de parole. Les enfants qui ont la télé allumée toute la journée, par exemple, n'ont pas ça. Et quand je parle, ils parlent en même temps que moi. Donc ils parlent en même temps que moi et ils ne peuvent même pas écouter ce que je suis en train de dire. Donc là, par exemple, c'est pour connaître un petit peu leur syntaxe et leur vocabulaire et leur compréhension. Donc je dis, tu vois, ces 2 enfants qui se préparent pour aller à l'école, à qui sont les chaussures? Donc l'enfant qui se développe normalement, il va dire au petit garçon. Et l'enfant qui apprend les couleurs sur une tablette, quand je dis à qui sont les chaussures, l'enfant va répondre bleu. Il ne va pas répondre le sens de la question, il voit bleu, il dit bleu. À qui sont les chaussures rouges?
Que fait la petite fille? Rouge, parce qu'ils voient que les couleurs, ils ne comprennent pas. Ou alors, on a beaucoup d'enfants, les parents pensent qu'ils parlent parce qu'ils répètent. Ça s'appelle de l'écholalie. C'est pas normal à 4 ans de faire tout en écholalie. Et j'ai des enfants qui me font tout le test en écholalie. Ils répètent ce que vous dites. Ils répètent ce que je dis. Que fait la petite fille? Que fait la petite fille? Combien il y a d'enfants sur le dessin? Combien il y a d'enfants sur le dessin? C'est pourquoi faire le savon? C'est pourquoi faire le savon? À qui sont les chaussures? À qui sont les chaussures? 4 fois de suite, comme ça? À tout le Et temps. si vous lui faites remarquer? Eh bien, en fait, Il répète aussi? il répète. Si je lui dis n'importe quoi, par exemple, est-ce que tu veux un mouchoir? Il répète, est-ce que tu veux un mouchoir? Quelle que soit la phrase que je dis, il répète la phrase. Je vois des enfants qui me font tout l'entretien comme ça. Donc, pour bien préciser pour les gens qui ne connaissent pas, ce ne sont pas des enfants handicapés. Donc, à la c'est des naissance, enfants ce qui, sont a pas- priori, et d'ailleurs, les parents me disent, jusqu'à 12-18 mois, il faisait papa-maman, il répondait à son prénom, il comprenait ce qu'on disait, va chercher tes chaussures pour 12-16 mois. Et puis on lui a acheté une tablette à 18 mois. Et alors il a adoré ça et il en a fait 5 à 6 heures par jour. Et il ne dit plus papa-maman, et il ne comprend plus quand on lui parle. Et il pointe plus du doigt pour nous montrer quelque chose. Et ensuite, quand les parents arrêtent les écrans, les parents me disent, il recommence son développement. De nouveau, il dit papa-maman. C'est impressionnant. Des fois, 2 jours après l'arrêt des écrans, j'ai une maman qui m'a dit ça. Mon petit garçon, il s'est levé. Ça faisait 2 jours que j'avais arrêté les écrans. Il m'a dit maman. Et ça faisait 1 an qu'il n'avait pas dit maman. Donc vraiment, c'est des enfants, quand c'est dû aux écrans, qui ne sont pas handicapés au départ. Après, on a des enfants qui sont handicapés. C'est génétique, c'est neurodéveloppemental. Mais de plus en plus, on a des enfants atteints par un syndrome de surexposition aux écrans. Les parents ne se rendent pas forcément compte que l'enfant est en difficulté parce que l'enfant dit les chiffres, les nombres et les couleurs. Et puis il est en train de jouer calmement tout seul. Il y a des parents qui s'en rendent compte, mais qui ne font pas le rapport avec la surexposition aux écrans. Il y a beaucoup de pédopsychiatres et de soignants qui ne font pas le rapport entre la surexposition aux écrans et les troubles de l'enfant, donc qui ne posent pas la question. Et puis il y a des parents qui s'en rendent compte, mais qui n'arrivent pas à arrêter les écrans. C'est extrêmement dur d'arrêter les écrans parce qu'ils sont addictifs. L'enfant, vous lui retirez une poupée, un petit camion, des Legos, il va râler un peu, et puis il va passer à autre chose. Avec l'écran, il va se rouler par terre s'il est addict aux écrans, s'il est accro. C'est comme une drogue. Donc c'est extrêmement compliqué pour les parents d'arrêter les écrans. Pour certains, c'est pas possible. On considère que les enfants qui sont souvent devant les écrans développent une véritable relation avec les écrans. Ils l'apprennent presque comme une personne. Alors, C'est exactement certains ça. philosophes Oui. disent que la télé, avant, ne réussissait pas une chose, c'est de créer l'illusion d'interaction. Quand vous dites qu'ils sont devant vous et qu'ils répètent, est-ce qu'ils n'ont pas presque l'impression que vous n'êtes pas humain ou que vous êtes comme une télé, en fait? En fait, ils sont habitués à répéter après le petit jeu éducatif sur la télé ou sur le smartphone, et donc ils font pareil. Ils sont incapables d'utiliser les mots à bon escient. Donc ils ne peuvent que, soit ils ont entendu l'écran et ils répètent, soit c'est tout ce qu'ils savent faire, répéter le mot qu'ils ont entendu. Donc ils savent prononcer le mot chaussure, le mot chien, mais ils ne savent pas l'utiliser. Quand on voit les comportements des adultes vis-à-vis des objets, des nouvelles technologies, c'est aussi assez effrayant. On Alors- parle beaucoup des enfants, évidemment, parce qu'ils sont en Alors- développement, mais est-ce que c'est pas aussi des adultes qui ne voient pas, parce qu'eux-mêmes sont totalement aliénés par les écrans? Alors vous avez complètement raison. Le problème de la surexposition aux écrans des enfants, c'est pas seulement l'enfant devant son écran, c'est l'enfant qui vit avec des parents qui est beaucoup sur ces écrans. Parce qu'on imagine bien que le parent qui est beaucoup sur l'écran interagit moins avec l'enfant. Or le petit, il a besoin qu'on lui parle, qu'on le regarde tout le temps, qu'il y ait beaucoup d'interactions. Donc s'il n'y a pas cette sollicitation du parent, si l'enfant sollicite un peu son parent et le parent il répond pas trop, oui vas-y continue, mais il n'est pas en train d'interagir, d'encourager cette interaction, l'enfant il va arrêter de solliciter son parent. Et puis il est attiré par l'écran. Donc l'enfant est attiré par l'écran, a moins d'adultes pour interagir et pour solliciter l'adulte et que l'adulte le sollicite, et du coup elle s'appauvrit énormément cette relation. Et donc si cette relation s'appauvrit, l'enfant il va pas développer le langage. On ne développe le langage que si quelqu'un nous parle. Et en plus, il va surtout développer ces troubles dont on appelle troubles autisme virtuel. C'est-à-dire que l'autisme, c'est quoi? C'est que je ne communique pas et je n'interagis pas avec les adultes et les personnes qui sont autour de moi. L'enfant, il n'interagit pas assez avec les personnes et puis il recherche toujours l'écran et donc c'est sa seule stimulation. Et il y a peut-être
les études vont sûrement le montrer plus tard, mais peut-être une forme d'attachement. Vous savez que le bébé, quand il naît, il a besoin de s'attacher. Et il s'attache à son parent, parce que le parent le regarde, lui parle, lui fait des sourires, areux, je fais areux, décrypte ses émotions. T'es pas content, tu pleures, tu veux que je te prenne dans mes bras. L'adulte, il est adapté. Il s'adapte à ce que fait l'enfant, alors que l'écran ne s'adapte pas du tout. Et donc, si l'enfant est 4-5 heures par jour devant un écran et interagit pas avec son parent, eh ben, il y a peut-être une forme d'attachement. C'est une forme d'addiction, d'attachement, on peut utiliser le mot qu'on veut, mais en tout cas, il recherche l'écran. Qui va en faire un formidable consommateur, on reviendra aussi après là-dessus. Alors, vous parlez d'une triade. Il faut le revenir là-dessus parce que c'est important. Vous parlez d'une triade, je voulais juste revenir sur les troubles spécifiquement, disons, cliniques, d'une triade. Vous pouvez les décrire un peu, donc troubles de la communication Alors, l'autisme, ça se décrit en 3 symptômes qui ont été un peu maintenant regroupés en 2 symptômes. Mais c'est l'enfant qui ne communique pas, ni par le langage, ni par les gestes, ni par les yeux. Vous avez des enfants de 2 ans, normalement à 2 ans on fait des phrases, qui font pas de phrases, qui parlent pas, mais qui communiquent très bien. Ils rigolent, ils provoquent, avant de faire une bêtise, ils vont regarder le parent, ils vont aller le chercher par la main, ils vont lui montrer quelque chose, ils vont préparer, par exemple, une petite tasse de café avec l'ordinateur et ils vont montrer le café aux parents. Donc il y a de la communication. Et donc l'enfant qui ne communique pas ni par le geste, ni par le regard, ni par la voix, et qui n'interagit pas. Donc toute cette interaction vraiment essentielle. Et puis l'enfant qui a des troubles autistiques, il a des stéréotypies ou des comportements restreints. Les stéréotypies, c'est des gestes parasites répétés qu'on ne doit pas voir chez un enfant normal. Donc il y a le flapping, c'est le plus fréquent, c'est l'enfant qui fait comme ça avec ses mains. Vous avez l'enfant qui agite ses doigts comme ça devant ses yeux. Le flapping, on l'explique ? Le flapping, c'est un enfant qui... Est-ce qu'on peut l'expliquer pourquoi, justement Alors, tous ces gestes-là, l'enfant qui tourne sur lui-même comme une toupie, ou qui tourne autour d'une pièce, neuromoteur, sans doute, ou qui ouvre une porte et qui la referme sans arrêt. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Quand l'enfant est devant l'écran, il est surexcité visuellement et au niveau sonore. Il a des flashs lumineux et sonores. Ça l'excite. Et quand cette excitation s'arrête, il s'y est habitué, ça lui manque. Il recherche l'excitation qu'il n'a plus. Donc probablement qu'il est en train de bouger comme ça, ou comme ça, pour recréer cette excitation. Et puis il y a un neurologue, le professeur Pédespan à Bordeaux, qui dit que les flashs visuels et sonores inadaptés provoquent des connexions cérébrales aberrantes dans le cerveau, qui prennent la place des bonnes connexions cérébrales et qui expliquent peut-être ces mouvements désordonnés, anarchiques, anormaux qu'on ne devrait pas voir chez l'enfant. C'est assez délirant. Et alors, en quel terme on pourrait parler de responsabilité des parents Alors, les parents... Est-ce qu'il manque d'informations sur le sujet ? Les parents ne sont absolument pas responsables. Les parents ne sont pas informés. Combien j'ai de parents informés qui tout de suite arrêtent les écrans ou, avec de l'aide, arrivent à arrêter les écrans. Les parents ne sont pas informés. Vous avez beaucoup de pédopsychiatres, de soignants qui ne posent pas la question des écrans. Si les pédopsychiatres ne sont pas informés, comment voulez-vous que les parents soient informés ? Et puis, on a même des écrans qui sont valorisés. Vous savez, quand il y a une kermesse à l'école maternelle, le jouet, le gros lot, numéro 1, c'est la tablette. Chouette, vous allez gagner une tablette. Vous dites qu'en 2014... En 2014, la tablette, c'était le jouet le plus vendu en France. Pour les moins de 6 mois aussi, hein, des tablettes. Pour tous les âges. Le plus vendu en France. Le plus vendu en France. Et c'est très valorisé. On dit que c'est éducatif, les parents ne veulent pas louper le coche. On prépare le bébé et l'enfant au monde de demain. Donc plus tôt, il y a un sondage qui a montré que 74% des parents disent plus tôt mon enfant il sera confronté aux nouvelles technologies et plus il saura se débrouiller dans le monde de demain. Or, un enfant, ce n'est pas un petit homme. Il n'a pas les mêmes besoins qu'un humain, qu'un adulte. Il a besoin d'autres choses. Ces choses-là qui lui permettront après d'apprendre. Donc le petit, il a besoin d'explorer le monde avec ses 5 sens. C'est capital. La vue, l'audition, le goût, l'odorat et le toucher. Il doit toucher avec tous ses doigts, avec ses mains. Il doit se rendre compte qu'un objet est lourd, qu'un objet est rond, qu'un objet est rugueux, et de tout ce que son corps peut avoir comme effet sur le monde réel. Je lance une balle et la balle, elle va au bout de la pièce. C'est capital ça, pour que le cerveau fasse des connexions cérébrales. Avec l'écran, l'enfant, il fait aucune connexion cérébrale, ou on l'a vu comme tout à l'heure, des mauvaises connexions cérébrales qui va donner des comportements anarchiques. Cette découverte par les 5 sens est essentielle. Je vous trouve assez optimiste quand vous dites, dans le petit film que vous avez fait sur Internet, que les effets se résorbent vite. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un enfant qui n'a pas été pendant des années en contact, en interaction avec son environnement, est-ce qu'il n'y a pas des effets quand même à long terme sur sa capacité à penser, à avoir un esprit critique,
Alors, rentrer en interaction avec les autres. déjà, quand je vois des enfants qui miraculeusement en 5 semaines n'ont plus aucun signe et se développent normalement, je ne sais pas si à 6-7 ans il n'y aura pas de séquelles. Vous avez raison. Peut-être qu'il aura du mal dans des apprentissages un peu subtils, de la compréhension fine. Et puis surtout, depuis que j'ai fait ma vidéo, je vois de plus en plus d'enfants où des parents me téléphonent ou m'envoient des mails sur YouTube. Et effectivement, au bout de 3-4 mois, l'enfant regarde. On me dit l'enfant découvre son monde, il découvre qu'on a un chien, il touche les murs, il commence à nous regarder, mais il ne développe pas encore un langage normal. Donc moi, j'ai peut-être vu des enfants qui étaient moins exposés aux écrans. Je me rends compte quand c'est massif, depuis tout petit, avec plus de 6 heures par jour, les enfants, il y a besoin de plus que 2-3 mois. Et je suis en contact avec des Américains qui, pour les plus atteints, ont eu besoin de 9 mois pour récupérer. Donc vous avez raison, c'est réversible, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est entièrement réversible. En tout cas, visiblement, ça peut être réversible en quelques mois. J'ai vu des enfants pour lesquels la maîtresse, l'enseignante m'a dit « Docteur Ducanda, on ne peut plus voir la différence entre cet enfant et un autre enfant. » J'ai un enfant qui a même appris tellement vite qu'on lui a proposé qu'il saute une classe. Donc comme ça, il y a certains enfants qui progressent très très vite. Je me rends compte qu'il y en a d'autres qui progressent plus lentement. Et je n'ai pas assez de recul pour savoir s'ils vont complètement récupérer de leur trouble ou pas. Il doit quand même y avoir des milieux socio-économiques plus frappés que d'autres. Alors, on attend des études pour... beaucoup de personnes me demandent toujours cette question. Et on me dit, mais docteur, vous êtes en PMI, c'est des gens en difficulté, c'est précaire, etc. Les enfants dont je parle, c'est ceux qui sont signalés par les 12 écoles de ma ville. Donc, il n'y a pas de tri. C'est tous les enfants de la ville, toutes les catégories socio-professionnelles. Je peux vous dire des témoignages que je reçois que ça touche tout le monde. Mais effectivement, on a quand même tendance à penser que ça touche un peu plus les familles, peut-être un peu plus précaires et en difficulté. Et on attend des études pour vérifier ça. Vous savez ce qu'on dit des enfants de la Silicon Valley, notamment des enfants de... Tous les enfants de la Silicon Valley vont dans l'école Waldorf qui coûte 18 000 € par an, où il n'y a pas un écran de 3 ans à 18 ans. Alors, deux questions. Comment réagissent les pouvoirs publics? Est-ce que vous appelez quand même le plus grand défi de santé publique en disant quand même, c'est pas rien, c'est tout l'avenir de notre société qui est en jeu? Comment réagissent les pouvoirs publics? Que font-ils en fin de compte? Alors, j'ai envie de dire que c'est quand même assez récent puisque c'était au mois de mars et qu'on a quand même des réactions puisque on va être reçu au ministère de la Santé le 9 janvier. Le ministère de l'Éducation nationale nous a dit qu'ils prenaient bonne note et qu'ils étaient soucieux aussi de ce problème et qu'ils allaient monter un groupe de travail autour de cette question. J'espère qu'on sera invité au groupe de travail. Il y a le Haut Comité de l'enfant et de la famille, présidé par Madame Giampino, qui a dit qu'elle me solliciterait pour échanger sur cette question parce qu'elle doit rendre un rapport au gouvernement fin février. Il y a le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui nous a déjà, moi et mon collectif, interviewé deux fois. Et donc qui est très soucieux aussi de la question. Et il y a le ministère de l'Éducation nationale, donc le ministre s'appelle M. Blanquer, qui a déclaré dans 3 médias qu'il fallait absolument éloigner les enfants de 0 à 7 ans des écrans. Et qui vient de décider il y a 2 jours, d'ailleurs, d'interdire tous les téléphones portables dans les écoles et les collèges. Donc on sent quand même qu'on a une certaine écoute. On espère que ça va être confirmé et suivi d'action. Il faut qu'il y ait un grand plan Marshall pour la petite enfance. Je parle surtout des petits dont je m'occupe, pour informer les parents, informer les professionnels. Peut-être qu'au niveau des écrans, quand vous achetez un smartphone, quand vous achetez une tablette, que ce soit pour enfants ou pas, il n'y a aucune recommandation. Il n'y a aucun mode d'emploi. Il n'y a pas de message d'avertissement pour dire « Attention, vous achetez une tablette pour votre bébé, vous savez que c'est addictif, vous savez que vous aurez du mal à lui enlever, vous savez que plus d'une demi-heure par jour, ça peut empêcher de votre enfant de se développer. » Pour l'instant, il n'y a rien. Nous, on demande des messages d'information sur les écrans et puis par affichage, à la télé, dans les carnets de santé. Voilà, on demande... C'est en train de bouger puisque le prochain carnet de santé, la nouvelle mouture, va avoir... à la page 16, alors que là il y avait juste 2 lignes à la page 47, à la page 16 il va y avoir un petit passage sur les écrans. Donc on recommande aussi, il faut aussi qu'au niveau des maternités, les parents soient informés. Quand c'est à 3-4 ans, c'est un peu tard. C'est réversible, on l'a vu dans une certaine mesure, mais ce serait bien d'informer les parents au moment où l'enfant naît, même au moment où l'enfant est fœtus. Justement, parlant de parents informés, est-ce qu'eux-mêmes, quand ils voient la cause des comportements de leur enfant, remettent en question leur propre usage des nouvelles technologies? Alors oui, on a beaucoup de parents, même si moi je ne les culpabilise pas, qui culpabilisent, qui me disent « Oh là là, c'est de ma faute », et puis moi je suis toujours sur ma série ou sur mes réseaux sociaux. Donc ça interroge les habitudes des parents et de toute la famille. Si vous avez un grand frère qui joue à des jeux vidéo violents dans le salon, un grand-père qui adore BFM Télé,
toute la journée les informations, ça joue énormément. Donc quand j'ai les parents avec moi, c'est un travail de partenariat qu'on fait ensemble. On interroge ensemble tous les écrans de la famille et on cherche ensemble des solutions. Et pour chaque famille, il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes solutions. Vous disiez tout à l'heure qu'on prépare une addiction des enfants pour plus tard. Mais c'est incroyable. Quand les mamans me disent « je ne pourrais pas éteindre la télé parce que je ne peux pas m'en passer », et que je leur demande « mais vous, quand vous étiez petite fille, est-ce qu'il y avait la télé allumée toute la journée dans votre salon ?» Toutes, elles me répondent « oui ». En mettant les enfants devant les écrans petits, on prépare une addiction pour toute la vie. L'enfant ne pourra jamais se passer des écrans. Donc ça, c'est important de le dire aux parents, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de préparer un adulte addict. Je voulais citer une phrase de Michel de Smurget, je les connais de TV Lobotomie, pour un peu montrer à quel point ça rentre aussi dans une logique vraiment sociétale. Alors, il cite deux experts en neuromarketing dans son livre qui disent « Visez le petit, préparez votre cible, marquez-la au front le plus tôt possible. Seul l'enfant apprend bien. Les cigarettiers et les limonadiers savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. Les neurosciences ont appris aux entreprises les âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement. » En fait, le constat auquel vous arrivez, est-ce qu'il ne reflète pas aussi une logique consumériste où on doit coloniser l'esprit de l'enfant et où, en fin de compte, quand vous parlez de recommandations, ce qui serait peut-être une bonne chose, mais en dessous ou avec les manuels des smartphones, on reste dans une logique individuelle où les parents devraient se responsabiliser alors qu'on fait tout pour qu'ils consomment des écrans. Comme on fait tout pour qu'ils consomment des produits, qu'ils aillent au McDo, qu'ils mangent des crasses, mais en même temps on leur met un petit mot en dessous, éviter de manger trop sucré ou... Non mais vous avez raison, il y a une logique économique énorme. Vous vous rendez compte que les tablettes pour enfants, elles sont apparues en 2012 et les slogans publicitaires, c'était, et d'ailleurs j'ai un article de Que Choisir qui dit « La tablette est devenue un incontournable de Noël. Pour éviter que votre enfant vous prenne votre tablette, vous allez lui en acheter une et qui ressemble à la vôtre. Grand écran, 2000 applications, connecté à Internet, bon Wi-Fi, bonne qualité, etc. » Ça devient un plus que l'enfant ait une tablette de qualité et pour que le parent puisse aussi consulter la sienne. Donc oui, il y a une logique marketing et vous savez que les jeux sur les applications, sur smartphone et tablette, font tout aussi pour que l'enfant en fasse le plus possible. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Quand l'enfant il fait son petit puzzle ou son petit jeu éducatif, l'écran va faire waouh, super, recommence. Il va y avoir un petit bonhomme qui danse, il va y avoir des petites étoiles. Et tout est fait pour que l'enfant recommence et ne s'en lasse pas. Et évidemment, par rapport à la télé, à la publicité, il y a l'idée que le public regarde. Mais quand vous avez des publicités pour enfants, c'est l'idée que les enfants regardent. Et quand vous voyez les jouets qui sont vendus dans les magasins et dans les catalogues, beaucoup de jouets, quasiment tous, sont à l'effigie d'un personnage de dessin animé. En ce moment, par exemple, c'est Peppa Pig. Ben, vous avez le bus Peppa Pig, la peluche Peppa Pig, etc. Donc, évidemment, il faut que l'enfant regarde le plus possible les écrans et le dessin animé pour acheter le jouet à l'effigie de son dessin animé. Et on sait que l'enfant va réclamer et que comme il va se rouler par terre, le parent, pour être tranquille, va lui acheter. Et puis pour lui faire plaisir. Les parents ne pensent pas mal faire, ils ont envie de faire plaisir à leur enfant. Donc oui, il y a toute une logique d'acheter le jouet à l'effigie du dessin animé. Et puis les dessins animés sont entrecoupés de publicités, que ce soit des céréales, des bonbons, tout ce que vous voulez, des gâteaux, où effectivement, dans le magasin, l'enfant va réclamer à son parent ses produits. Ah, non, mais ça, on peut dans une injonction paradoxale où d'un côté, la société de croissance dit explicitement il faut, explicitement ou implicitement, il faut qu'il y ait plus de smartphones vendus, plus de tablettes, et de l'autre côté, l'État qui tente de réduire les effets les plus graves des smartphones, des tablettes, et à qui ça coûte très cher, parce que vous parlez notamment d'aide éducative pour les parents à la maison, je crois. Hein. Alors, d'aide éducative de parents à la maison, l'AVS, auxiliaire de vie scolaire à l'école, tous ces enfants qui font des bilans à l'hôpital qui ne sont pas toujours utiles, qui coûtent très cher, tous les soins orthophonie, psychomote, psychologue qui coûtent très cher, des enfants qui ne pourront pas apprendre à lire et à écrire à 6 ans et qu'on va mettre dans des établissements spécialisés qu'on appelle en France des IME, instituts médico-éducatifs, qui coûtent très cher avec beaucoup de personnel. Et puis c'est un prix humain inestimable. Vous avez quand même des familles et des enfants handicapés à vie avec des familles meurtries.
Si vous voyez les parents, comment ils ont envie d'arrêter l'écran, parce qu'on leur dit qu'il y a peut-être une solution pour que l'enfant sorte du handicap, ils sont très affectés. Et quand ils sont contents et heureux de voir que l'enfant progresse à l'arrêt des écrans, ça c'est une motivation vraiment énorme pour les parents. Donc effectivement, c'est un coût pour la société énorme et un coût humain énorme. Ça peut paraître fort, évidemment, puisqu'on ne peut plus parler d'interdiction dans notre société où tous les désirs doivent être réalisés, mais ça coûterait beaucoup moins cher de les interdire, en fait, de trouver un moyen. L'État est entre favoriser toutes ces sociétés qui font des tablettes, des smartphones, des applications. Au niveau de l'éducation nationale, c'est un autre sujet, mais on a beaucoup de sociétés EdTech qui sont spécialisées dans la création de logiciels éducatifs, qui attendent qu'une chose, c'est de déverser leurs produits dans les écoles. Françaises, sociétés françaises. Françaises. Donc, et d'ailleurs, il y a eu un partenariat qui a été fait avant ma vidéo avec un appel d'offres. Ils ont retenu 6 sociétés EdTech et normalement ça doit inonder les écoles. Donc le ministre de l'Éducation dit pas d'écran entre 0 et 7 ans. J'espère qu'on va retirer les tablettes des écoles maternelles. Et d'un autre côté. Mais d'un autre côté, et pour l'instant, il envisage toujours d'inonder les écoles entre 6 ans et 18 ans des logiciels éducatifs. Donc, moi, je suis persuadée des méfaits de 0 à 6 ans. Dans mon collectif, j'ai des neuropédiatres, des pédopsychiatres qui s'occupent des plus grands et qui disent aussi que le numérique n'a jamais fait la preuve que ça apportait un plus pour les enfants, voire peut-être un moins. Et on espère aussi, au niveau des plus grands, pouvoir interpeller le gouvernement. En tout cas, ne pas numériser l'école tant qu'on n'est pas sûr d'une plus-value, que ça apporte effectivement par des études quelque chose en plus au... Voilà, et le principe de précaution a plutôt tendance à dire qu'il n'apprend pas mieux avec le numérique. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a les petits et puis il y a les grands. Il y a les intérêts économiques où la société française a envie de favoriser toutes ces sociétés EdTech. Mais le gouvernement entend aussi que des professionnels de terrain comme nous qui disent attention, c'est pas très bon, pas seulement pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Donc voilà, je pense qu'il y a comme vous dites, des injonctions paradoxales. Et pour l'instant, les enseignants, ils sont un peu complètement, comment dire... dépassés. Les enseignants, ils sont dépassés, mais pour l'instant, ils entendent dire que c'est pas bon, mais on leur a dit qu'il fallait numériser et utiliser les tablettes à l'école. Pour l'instant, ils savent pas trop quoi faire, les enseignants, là. Mais donc, on dépasse aussi la seule question du bon et du mauvais usage. Parce que si, par exemple, les pouvoirs publics acceptent de mettre des recommandations dans les manuels, les modes d'emploi, soyons francs, ça va leur faire plaisir, comme ça ils vont pouvoir continuer à déverser leurs trucs. Et c'est votre responsabilité, alors que vous dites que c'est pas la responsabilité des parents. Et alors on leur dira, mais vous n'avez pas lu le mode d'emploi. En fin de compte. Alors il faut plus qu'un mode d'emploi. Hein. Vous savez, sur les petits jouets tout petits, il y a une petite signalétique. On voit un petit, il y a marqué 0,3 et c'est barré. Les jouets que l'enfant risque d'inhaler et de s'étouffer avec, il y a marqué interdit aux 0,3 ans. C'est une pastille collée sur le jouet. Je pense qu'il ne faut pas seulement un mode d'emploi en 10 langues que le parent il lira peut-être pas. Il faut vraiment que sur les écrans, il y ait une signalétique pour mettre, je ne sais pas, déconseillé aux 0,4 ans. Et puis à limiter pour les 4 ans, 18 ans. On n'est pas anti-écran. Hein. Si à 6 ans, l'enfant il regarde un petit dessin animé, il fait un petit jeu sur l'ordinateur d'une demi-heure par jour, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de ne pas trop l'utiliser. Il y a un temps maximum. Et puis, il y a le contenu. Le problème, c'est que les smartphones et les tablettes permettent aux tout petits d'accéder à Internet, et même plus grands. Et on voit des petits de 3 ans qui, en faisant maille à l'abeille pour un dessin animé sur YouTube, parce que dès 18 mois, hein, ils vont sur YouTube tout seuls et ils téléchargent leur dessin animé. Les parents me disent, c'est juste incroyable. 18 mois. Et à 18 mois, ils regardent un petit dessin animé. Et quand vous regardez une vidéo sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui vous sont proposées. Et l'enfant, s'il est tout seul dans sa chambre, va regarder des dizaines de vidéos. Et si vous faites maille à l'abeille, au bout de 2-3 mailles à l'abeille, vous arrivez à des sites porno. Donc il n'y a pas que le problème de la quantité, il y a le problème de la qualité et du contenu. Ils mettent même pas de filtre. Non. Et en même temps, c'est des enfants qui savent aller sur YouTube, mais qui ne savent pas dessiner un bonhomme. Les enfants ne savent pas dessiner un bonhomme, ne me regardent pas, ne savent pas dire un mot à bon escient. Vous pouvez montrer, vous avez... Alors, le dessin du bonhomme, vous voyez. On a des enfants de 3 ans, 11 mois et 4 ans, 2 mois, à qui on dit « dessine-moi un bonhomme ». Donc là, on a un petit enfant qui est très peu exposé aux écrans. Et là, on a un enfant qui est très exposé aux écrans. Et encore, celui-là, il sait tenir un crayon. On a de plus en plus d'enfants de 3 ans, les maîtresses nous disent, qui ne savent pas tenir un crayon. Parce qu'ils n'ont pas assez manipulé avec leurs doigts, ils n'ont pas assez joué.
Ils ont juste ouvert la main pour tenir le smartphone et la tablette, effleuré l'écran avec leurs doigts. Les maîtresses appellent ça les mains papillons, ou juste fait comme ça. Et donc, ils ne savent pas tenir un crayon. Ils n'ont pas acquis la pince pouce-index. Dans une ville de mon département, j'ai 3 enfants qui ne savent pas faire ça. Pourtant, c'est un geste propre à la... Il n'est acquis que si à partir de 5-6 mois, vous attrapez beaucoup de jouets. Si vous attrapez pas, si vous êtes que sur les écrans, vous n'aurez pas acquis ce geste. Donc les enfants ne savent pas tenir un crayon. Et les enseignantes nous disent, on fait la méthode du chouchou. Elles mettent un chouchou, vous savez, un élastique à cheveux, autour des doigts et du crayon pour que l'enfant arrive à le tenir. Puis les enfants, ils n'ont pas la force pour dessiner. Les enseignantes me disent, il y a 10 ans, les enfants appuyaient trop fort sur la feuille et ça faisait des trous dans la feuille. On était obligé de leur dire, attention, appuie moins fort. Et maintenant, l'enfant, il ne fait pas de trous dans la feuille, il n'arrive même pas à mettre une trace sur la feuille. Donc les enseignantes sont obligées de lui dire, appuie avec ta main. Est-ce que vous avez encore l'impression ça pourrait s'appliquer à d'autres milieux, hein, de faire encore réellement votre travail ou de lutter contre quelque chose d'absurde? Notre travail, il est beaucoup envahi par lutter contre quelque chose d'absurde. De plus en plus, dans les écoles, je ne peux plus faire une seule visite médicale de dépistage. Je ne fais plus que le pompier qui éteint le feu. Je vois les enfants en grande difficulté, qui se roulent par terre, qui ne me regardent pas dans les yeux, qui ne peuvent pas rentrer dans les apprentissages de l'école. Ils ont 3 ans, ils n'ont pas acquis les compétences de l'enfant de 3 ans. Il y a des enfants qui ne savent pas attendre. Quand vous avez 30 élèves dans la classe, vous devez attendre que la maîtresse arrive à votre tour et attendre. Si l'enfant ne sait pas attendre parce qu'il a toujours eu le plaisir immédiat de la réussite avec l'écran, ou dès qu'il pleure, le parent lui donne l'écran, il ne sait pas patienter. Il ne sait pas supporter le non. Il ne peut pas aller à l'école, ce petit enfant. Parce qu'il ne peut pas attendre, donc il ne fait rien. Parce qu'il se roule par terre, donc on lui dit range-toi, pose le jouet, viens manger à la cantine, attends sur le banc que tes amis ont fini d'aller aux toilettes. C'est pas possible. Ces enfants, ils mettent à mal l'école. En même temps, dans un système comme le nôtre, quand on voit parfois ces images délirantes de gens qui attendent les soldes et qui se ruent dans le magasin, vous avez dû voir ça, on est aussi dans une société où on ne sait plus attendre. Donc ce mode de fonctionnement anormal répond... C'est la société du tout de suite, immédiat, j'ai ce que je veux, évidemment. Et puis les parents ont envie de faire plaisir à l'enfant. Ils n'aiment pas supporter qu'il fasse des crises. Ils ont l'impression d'être un mauvais parent s'ils font pleurer l'enfant. L'enfant heureux, l'enfant qui se développe bien, c'est celui qui est épanoui, qui est heureux, etc. Alors que c'est normal qu'un enfant pleure. L'enfant, on doit lui apprendre à supporter le non, parce qu'il va devoir supporter des tonnes de non quand il sera adulte. Si on ne lui apprend pas petit, il ne sera pas épanoui quand il sera grand, parce qu'il ne supportera jamais de ne pas pouvoir tout faire. Or, quand on est adulte, on ne peut pas tout faire. C'est normal, ça fait partie de la vie en société. Normalement. Les écrans, vous dites, ne permettent pas l'effort et la frustration. C'est vrai. L'enfant, il ne fait aucun effort. Vous savez, quand il fait sa petite tour de cube, il doit essayer 3 cubes avant d'en trouver le bon. Et puis, quand il met le cube, il n'arrive pas bien à le mettre, alors ça tombe, alors il doit recommencer. Quand vous faites une tour de cube sur une petite tablette, vous glissez votre doigt comme ça du petit cube, et c'est même la tablette qui finit l'exercice et qui va mettre le bon cube au bon endroit. Quand il y a un puzzle, vous prenez le puzzle avec votre doigt, il fait glisser le morceau vers le trou, et c'est la tablette qui finit. Alors que quand l'enfant doit faire un vrai puzzle, il doit prendre avec ses doigts la pince. Peut-être que c'est pas facile parce que le morceau est un petit peu petit, il peut tomber, il peut le récupérer. Il doit bien le mettre, tourner parce que c'est pas dans le bon sens, appuyer un petit peu, etc. C'est énorme ça. L'enfant doit faire des efforts. Vous imaginez un enfant qui ne sait pas faire d'efforts, il ne peut pas apprendre. L'enfant, il ne pourra pas apprendre à l'école s'il ne fait pas d'efforts. On doit recommencer, répéter, rater, recommencer. C'est essentiel pour un petit enfant, ça. Avouons, c'est dramatique. Est-ce que la réponse des médias est à la mesure de la situation? Comment réagissent-ils par rapport à ce que vous dites? Alors, depuis que j'ai mis ma vidéo, énormément de sollicitations de médias. Donc des télés, des radios, des sites web, la presse écrite, des grands journaux de la presse écrite. Donc apparemment, ils sont inquiets et intéressés par le sujet. Et puis, il y a des grands journaux qui nous ont redemandé, à moi ou à mon collectif, d'autres articles parce que, en fait, ça intéresse énormément le grand public. C'est des journaux qui se vendent beaucoup. Je suis passée au journal de 20h de TF1, il y a eu beaucoup d'audience. Ça a été repris sur Facebook. En une semaine, il y avait plus de 1 million de vues. Donc en fait, ça parle beaucoup, ça inquiète beaucoup de gens, ça concerne beaucoup les parents, mais les grands-parents, les tontons, les professionnels. En fait, on se rend compte que c'est un sujet
qui intéresse et qui inquiète et qui concerne beaucoup de personnes. L'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales françaises, a tous les ans un petit questionnaire pour savoir quelle est la première préoccupation des parents. Ça a toujours été les résultats scolaires. La première préoccupation des parents, c'est l'école. Et cette année, en 2017, la première préoccupation des parents, c'était les écrans. C'était leur première demande d'accompagnement. Ils sont désemparés face à cette invasion d'écran à la maison. Comme les enseignants, ils sont désemparés face à leurs élèves qui ne se concentrent plus. On n'a jamais eu autant d'enfants qui ne se concentraient pas. Surtout, je vous parle au niveau des plus grands, parce que les petits, on a vu qu'il y avait des problèmes de concentration, mais des problèmes aussi beaucoup plus graves ou aussi graves. Et puis on a des enfants grands qui ne comprennent pas. Ils n'arrivent plus à raisonner, ils n'arrivent plus à réfléchir. Une orthophoniste me disait qu'elle avait un petit garçon de 9 ans. Et un jour, elle lui a demandé « ça va ?» Et l'enfant, il a répondu « oui ». Et la semaine d'après, elle lui a dit « comment tu vas ?» Et l'enfant, il a répondu « oui ». La question « comment tu vas ?» était trop élaborée pour lui. Donc, on est très inquiet, très très inquiet. C'est intéressant parce qu'en même temps, notre société est tellement figée, rien ne change, on est obsédé par la croissance, que on a presque l'impression que si les parents commencent à se rendre compte de ce que c'est, ça pourrait presque constituer un levier pour penser d'autres choses et remettre en question peut-être le fait de s'être focalisé sur l'enfant pour le soigner et plutôt réfléchir à la société. Je lisais récemment Chomsky qui disait, je le cite, un article du New York Times rapporte les propos de médecins qui donnent des médicaments, la Rilatine, on la connaît, aux enfants des zones défavorisées pour essayer d'améliorer leurs résultats. Ritaline. Même la Ritaline. En Belgique, on dit Rilatine. Ah bah alors c'est pas le même médicament. Nous, on a la Ritaline. Les troubles de l'attention, les enfants agités, ouais. Les TDAH, oui. Ouais. Même si ces médecins savent pertinemment que ce ne sont pas les enfants qui vont mal, mais la société. En fait, les médecins nous expliquent que la société a décidé de transformer les enfants au lieu de se transformer elle-même. Alors, je suis entièrement d'accord. On met des centaines d'enfants, en France on dit sous Ritaline, alors que c'est l'environnement qui a créé le symptôme. Nous, on appelle ça le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Oui. On en a de plus en plus. Ils ne se posent pas, ils ne se concentrent pas. On sait qu'une partie d'entre eux, c'est dû à l'exposition aux écrans. La majorité, on pourrait dire. La majorité, parce que l'excitation lumineuse et sonore surexcite le cerveau. Et les enfants, quand il n'y a plus l'écran, sont complètement surexcités. J'ai des parents qui ont des enfants agités. Dès qu'ils arrêtent les écrans, tous les parents me disent « l'enfant est plus calme, l'enfant se pose ». C'est beaucoup plus facile de s'occuper de l'enfant après. En fait, les parents voient ça comme un outil, ça occupe l'enfant, ça le calme, etc. Puis on lui fait plaisir. Et en fait, c'est comme un piège qui se referme sur l'enfant et le parent. Parce que l'enfant est de plus en plus agité, réclame de plus en plus l'écran, et puis développe des troubles graves qui l'empêchent d'apprendre à l'école normalement quand même. Donc effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui sont sous médicaments, alors que c'est l'environnement qui crée le symptôme pour beaucoup d'entre eux. Vous savez qu'on est en train de parler beaucoup d'épigénétique. Donc, il y a des enfants qui génétiquement ont peut-être des troubles, mais finalement, l'épigénétique a un rôle bien plus important que la génétique. C'est-à-dire qu'on a tous des gènes, mais les gènes vont s'exprimer plus ou moins en fonction de l'environnement. Alors, on parle des perturbateurs endocriniens, du microbiote intestinal, etc., de ce que la maman a pris pendant sa grossesse, mais l'environnement éducatif, la stimulation des écrans, c'est comme de l'épigénétique. Ça va permettre à un enfant de devenir hyperactif, alors que sans l'environnement, il n'aurait peut-être pas eu. Parce qu'il a peut-être aussi un gène qui favorise ça. Mais le gène va s'exprimer à cause de l'environnement. Il faut vraiment qu'on se pose, qu'on questionne l'environnement. De 0 à 5 ans, tout le monde sait que l'enfant se développe à 85% en fonction de son environnement. Donc, questionnons l'environnement quand un enfant de 0 à 5 ans va mal. Tous les soignants doivent poser la question des écrans maintenant. Tous. Quand vous parlez des perturbateurs endocriniens, des pesticides, on pourrait en plus ajouter, qui sont directement liés aux objets connectés, les ondes à basse fréquence. Alors, donc beaucoup de médecins, dont le docteur Bellepomme, en France, et beaucoup d'autres, ont montré que les effets étaient dramatiques aussi. Alors c'est vrai que je ne parle pas des ondes, parce que c'est quelque chose que je connais moins. Moi, j'ai observé l'exposition aux écrans, les troubles que ça développe chez l'enfant. Mais on peut imaginer, sur un cerveau en plus, en construction, avec une boîte crânienne moins épaisse qu'un adulte. Moi, j'ai des bébés devant l'écran depuis la naissance, en consultation. Donc on peut imaginer effectivement l'effet des ondes sur le cerveau. Et en plus, ils sont de plus en plus connectés à Internet. Ils vont sur YouTube, ils mettent un petit dessin animé à leur bébé de 3 mois. Pour que l'enfant mange, par exemple, à 3 mois, ils vont lui faire prendre son biberon devant un écran. Alors ça, c'est capital. On a de plus en plus d'enfants qui mangent devant l'écran. Un tiers des petits mangent devant l'écran.
Parce que le repas, c'est toujours un moment difficile. Enfin, c'est souvent un moment difficile pour le parent. Il veut pas manger, il crache, ça lui plaît pas, il mange pas assez et le parent est inquiet. Quand il a 18 mois, il se lève et on n'arrive pas à ce qu'il reste assis. Et on remarque que quand on met l'écran, l'enfant ne mange pas, mais il se laisse nourrir. Ce qui est complètement différent, il se laisse faire. Or, c'est très préjudiciable de faire manger un enfant devant un écran. Vous savez que dans les hôpitaux, maintenant, pour faire des gestes douloureux aux enfants, des soins douloureux, on les met devant un écran. L'enfant ne sent plus la douleur. On est en train de le soigner d'une blessure, de brûlure qui est très douloureuse, par exemple. C'est de l'hypnose, quoi. Comment ? C'est presque de l'hypnose. C'est comme de l'hypnose, l'enfant ne ressent plus son corps. Le cerveau est complètement capté par l'écran et il ne ressent plus son corps. Quand il mange devant un écran, c'est pareil. Il ne sait pas qu'il mange. Il ne sait pas qu'il mange, il ne sent plus qu'il a faim. Il ne sent plus qu'il a plus faim. Il ne sait pas s'il a du liquide ou du solide dans la bouche. Il ne sait pas s'il a un haricot vert, du chocolat, du lait ou du poulet dans la bouche. Le cerveau ne reçoit plus aucune information qu'il est en train de manger et ne fabrique plus aucun suc gastrique, aucune amylase. Toutes les enzymes de la digestion. Ah, il y a une modification. En fait, il ne fabrique rien, le cerveau, de tout ce qu'il fabrique normalement quand on est en train de manger. Donc on a des enfants qui ne digèrent pas, qui sont constipés, qui ont la diarrhée, qui ont mal au ventre. Ça donne beaucoup de troubles de l'oralité. Et j'ai des enfants dans les écoles à 4 ans qui ne peuvent boire que des biberons ou des purées. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un morceau dans la bouche. Donc on pourrait appliquer ça aux adultes qui mangent aussi devant la télévision. Alors, je ne sais pas, parce que l'adulte qui mange devant la télévision, il a peut-être acquis tout ça de 0 à 4 ans, et donc ça reste quand même encore présent. Mais le moment où l'enfant doit être en train d'apprendre à manger des morceaux, à se rendre compte des différentes textures et des différents goûts qu'il a dans la bouche, ça ne se crée pas, ça ne se fait pas. C'est comme l'enfant qui ne serre pas les doigts à 3 ans, s'il n'a pas fait entre 0 et 3 ans. Au moment où ça doit se mettre en place. Pour l'adulte, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'un adulte devant un écran a moins la perception de ce qu'il est en train de manger ? Probablement. Mais là, je ne sais pas. Je peux vous parler que des petits. Mais ça donne des troubles très graves. L'enfant ne peut plus manger. En fait, il ne mange pas. La maman me dit, il accepte d'ouvrir la bouche quand il y a un écran. Et si elle lui retire, il n'ouvre plus la bouche et il ne mange plus du tout. J'ai une maman qui m'a dit, j'ai essayé 2 jours sans écran. Et il ne réclamait pas, il n'avait même pas la sensation de faim. J'ai été obligée de lui remettre l'écran pour qu'il ouvre la bouche. On a vraiment des troubles très graves. Il faut dire aux parents, ne laissez pas vos enfants manger devant un écran. S'ils ne mangent pas, on trouve d'autres solutions, mais pas l'écran. Est-ce que la meilleure solution pour résister n'est pas aussi de dire aux parents, si vous pouvez ne pas avoir d'écran à la maison, en tout cas pas de télé, faites-le? Alors, c'est beaucoup plus dur maintenant, c'est ça qu'il faut retenir comme parent. Vous allez avoir un rôle de parent beaucoup plus dur avec des écrans que sans écran. Donc si vous n'êtes pas capable, parce que c'est dur, c'est compliqué, on est fatigué, au bout d'une demi-heure d'écran chez un petit ou 1 heure chez un plus grand, de dire stop, de supporter qu'il crie, qu'il insiste, qu'il se roule par terre, il vaut mieux pas lui donner. Parce que vous allez vous compliquer la vie. Donc il vaut mieux pas qu'il sache qu'il y a des écrans à la maison. De 0 à 5 ans, ça sert à rien d'avoir un écran. Ça sert à rien de lui acheter une tablette, de donner le téléphone. Ne commencez pas. Pourtant, de plus en plus d'enfants ont des écrans dans leur chambre. Alors, de plus en plus d'enfants ont des écrans dans leur chambre. Même à 2 ans, 1 an. Alors, il y en a qui ont les télés dans leur chambre parce que ça permet à papa de regarder le foot, à maman de regarder ses séries et à l'enfant de regarder ses dessins animés. Alors, ils l'utilisent aussi pour s'endormir, les écrans, tout à fait. Et puis, ils ont de plus en plus d'écrans dans leur chambre parce que les écrans nouveaux, là, depuis 2010, smartphone, tablette, s'emmènent partout. La télé, quand elle est dans le salon, on ne peut pas la bouger. Donc, ils prennent le télé. Les parents me disent, il prend mon téléphone, il va dans sa chambre. Il prend la tablette, il va dans sa chambre. Et puis, les parents me disent, pour moi, il était grand, mon enfant. Il est autonome, il s'occupe tout seul. C'est un signe d'indépendance. Elle n'a pas vu ça comme un signe grave, la maman. Puis l'enfant qui est sur l'écran, il va moins chercher ses parents. Les parents en profitent, il y a encore une demi-heure, je peux faire le repassage, je peux m'occuper du petit, je vais m'occuper du repas, je vais faire le ménage. Quand on est parent, on a beaucoup de travail à la maison. Donc les parents voient ça comme une aide, voyez, et se disent, tiens, je lui ai mis un petit dessin animé adapté. En plus, il est en train d'apprendre à parler anglais. J'ai une maman qui m'a dit, je lui ai mis des dessins animés en anglais pour qu'il apprenne l'anglais. Dora, par exemple. Mais il y en a plein d'autres maintenant, quasiment tous. Parce qu'on dit que plus tôt l'enfant sera confronté à la langue étrangère, et plus tôt il va apprendre. Mais par un humain. L'enfant n'apprendra pas plus le français que le russe, que le chinois, que l'anglais avec un écran. Il répète 1, 2, 3, mais il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas apprendre avec un écran de 0 à 4 ans, quelle que soit la langue. Pour terminer, vous montrez que des études américaines ont mis en évidence que depuis l'arrivée massive de la télévision, plus ou moins les années 1975, avant même massivement, à l'époque il y avait 1 enfant sur 5000 qui était frappé, disons, diagnostiqué autiste. Oui.
En 95, 1 sur 500. En 2005, 1 sur 166. Et maintenant, en 2014, les dernières études, je ne sais pas s'il y en a eu depuis, Oui. 1 sur 68. Oui. On arrive tout doucement vers tout le monde presque. Hein. Moi, dans ma ville, j'en ai à peu près 1 sur 20, 1 sur 20. cette année 2017. Ça augmente sur toute la planète et ça ne fait que d'augmenter. Hein. On comprend que vous parlez de plus grands défis de santé publique. J'aimerais terminer par une image un peu provocante. C'est assez marrant que l'Occident, toujours dans son grand sentiment de supériorité, parle de sous-développement quand il parle de l'Afrique. Et vous dites que vos patients progressent miraculeusement au retour d'un séjour en Afrique de plusieurs semaines. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai eu plusieurs enfants comme ça, diagnostiqués autistes, et après, avec des troubles, vraiment, il ne regardait pas, il ne parlait pas, il était dans sa bulle. Et 3 semaines après le retour d'un voyage en Afrique, les parents ont dit, mais c'est impressionnant au niveau des progrès. Alors, ça va être de moins en moins vrai, parce que j'ai de plus en plus de parents là, qui me téléphonent du Maghreb. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maroc, Tunisie, Algérie. L'enfant est diagnostiqué autiste et ils me disent « ça fait 2 mois qu'on a vu votre vidéo, depuis 2 mois il n'y a plus d'écran et c'est spectaculaire ». Donc je crois que même l'Afrique et les pays dont on pouvait dire qu'ils étaient sous-développés sont de plus en plus touchés malheureusement. Mais peut-être pas tous les pays, puisque j'ai eu moi l'année dernière quelques patients quand même qui ont bien récupéré. Il y a aussi autre chose, c'est qu'ils sont équipés. Mais comme ils partent en vacances en juillet-août, souvent ils me disent ils sont quand même plus dehors, ils jouent plus avec les cousins, les voisins, on va à la mer. Donc j'ai quand même des enfants qui progressent parce que c'est l'occasion des vacances aussi d'être moins sur les écrans. J'ai des petits-enfants français, les parents me disent il n'y avait pas de télé où on était en vacances, il n'y avait pas d'écran, et c'est impressionnant, il s'est mis à parler. Et quand ils remettent l'écran le 1er septembre, ils m'écrivent en me disant ça fait 3 semaines, et de nouveau les troubles réapparaissent, et ils font le rapprochement avec les écrans. Donc les pays développés, sous-développés, entre guillemets bien sûr, sont moins atteints, mais ils commencent à l'être. Ils commencent à l'être. L'écran, en fin de compte, fait écran au monde réel. L'écran, il fait écran au monde réel, il fait écran à toutes les relations humaines, il fait écran à tous les apprentissages, l'exploration du monde que le petit doit faire pour apprendre et pour grandir. Il y a beaucoup de parents qui pensent que si la télé est allumée dans la même pièce que l'enfant, mais qu'il ne la regarde pas, c'est comme s'il n'était pas exposé aux écrans. Et quand je demande « Est-ce que votre télé est allumée chez vous ?» Ils me répondent « Oui, mais ne la regarde pas ». Je repose la question « Mais est-ce que la télé est allumée chez vous ?» « Oui, mais ne la regarde pas ». Je repose la question pour la 3e fois « Est-ce que la télé est allumée chez vous ?» « Oui ». « Et votre petit de 0 à 3 ans, il est où ?» « Ah ben, il est dans le salon en général. » Et il joue sans la regarder. Oui, oui, il joue sans la regarder. Par contre, ils me disent « Dès qu'il entend la publicité, il tourne la tête, il regarde. » Ou le jingle des informations, ou son dessin animé préféré. Donc en fait, son, parce que la publicité, c'est fou. Il y a un changement de son qui Alors, il y a un changement de son, il y a le jingle, c'est un peu plus fort. Les chaînes m'ont dit qu'elles mettaient un peu plus fort. En tout cas, tout attire l'enfant. Donc l'enfant, il est en train de faire sa petite tour de cube, en train de réfléchir, je vais mettre le bleu. Ah, c'est pas celui-là, il faut que je mette le rouge. Et son cerveau est en train de faire des connexions cérébrales. Il entend la pub, il arrête, il se retourne, il regarde. Et quand il revient sur sa tour de cube, il finira jamais son petit jeu. Il sait que le jaune n'allait pas, il ne va pas penser à mettre le bleu. Donc en fait, l'enfant, dans la même pièce que la télé, ne peut pas se développer. C'est pas possible. En plus, il entend toujours que ça parle tout le temps, mais ça ne lui parle jamais à lui. Donc en fait, il n'apprend pas que les mots servent à communiquer. Il ne fait pas attention quand on lui parle à tourner la tête, parce que quand la télé parle, il ne tourne pas la tête. Et les enseignantes me disent, il regarde la télé 20 minutes avant l'école, il s'assoit et quand je leur parle, ils n'écoutent pas ce que je dis. Ils ont l'habitude que ça parle, mais ça ne sert pas à communiquer entre humains, donc ils ne communiquent pas entre humains. Et ce sont ces enfants aussi qui, quand je pose une question, n'attendent pas la fin de ma question et parlent en même temps que moi. Ils n'ont pas acquis ce tour de parole où on parle chacun son tour, on s'écoute. Le langage, il doit être dirigé vers quelqu'un. Il y a l'intention de dire quelque chose. Il n'y a pas ça avec la télé, il n'y a aucune intention. La télé ne parle pas à l'enfant et l'enfant ne parle pas à la télé. Donc c'est extrêmement préjudiciable, parents, écoutez, de laisser la télé allumée avec un petit. Actuellement, dans les magasins, pour les tout petits, on a des jouets lumineux sonores. Vous appuyez sur le pied du nounours, ça fait 1, 2, 3 en anglais, etc. Il ne peut même pas prendre à la bouche, alors qu'il faut que l'enfant prenne à la bouche. Le sens du toucher, c'est les mains et c'est la bouche. Et les jouets lumineux sonores, c'est un peu comme des écrans. Ils répètent 1, 2, 3 en anglais et l'enfant n'apprend pas. Ils ont des arches comme ça pour les petits bébés de 5 mois qu'on met sur un tapis, qui font de la lumière et de la musique. L'enfant, il peut développer des troubles autistiques avec. Parce que l'enfant, il a besoin de mettre à la bouche, de tripoter, de patouiller, de trier les cubes par couleur, par grandeur, de les aligner, de mettre dedans, de mettre dehors. Des choses très simples. Mais s'il ne fait pas ça, son cerveau ne se développe pas. Et les jouets, actuellement, ne développent pas l'esprit de l'enfant.
les enfants sortent de moins en moins dehors, ne sont plus à l'extérieur en fait. Alors, les enfants sortent de moins en moins dehors, alors que c'est essentiel pour le développement d'un tout petit. Déjà, on dit que les enfants sortent moins dehors qu'un prisonnier. L'ONU demande à tous les États que les prisonniers aient au moins 1 heure de sortie dehors. Et actuellement, en moyenne, les petits sortent moins d'1 heure par jour, mais même les ados, hein. Et en fait, dehors, c'est des expériences sensorielles très riches et très importantes. Or, c'est toutes ces expériences sensorielles qui vont amener des informations au cerveau et qui vont l'aider à se développer. Donc l'enfant dehors, il sent que le vent, il est froid ou il est chaud. Il sent le vent sur ses joues, c'est très important. Il va sentir qu'il marche sur des cailloux ou sur de sable, ça va lui donner des sensations différentes. Il va voir l'arbre qui bouge parce qu'il y a le vent qui fait bouger, qui fait du bruit. Donc c'est très important. Il va entendre un chien qui aboie, il va entendre un hélicoptère dans le ciel. Donc ça, c'est très important. Et puis il va utiliser tout son corps pour grimper, sauter. Et c'est très important. Il va se rendre compte qu'il faut qu'il mette la main à cette distance-là pour attraper le barreau de l'échelle et pour grimper. Et tout ça, ça envoie des informations au cerveau. Capital après pour qu'il tienne son crayon à la main. La distance entre ses doigts et son cerveau sont indispensables aussi pour l'enfant. Et puis, il vit des expériences sociales. On a de plus en plus d'enfants qui arrivent à l'école et qui ne peuvent pas vivre avec les autres. Ils mordent dès qu'un enfant s'approche parce qu'ils ne savent pas gérer ça. Donc il faut que l'enfant sorte dehors, s'amuse avec des enfants, peut-être se dispute aussi. On veut tous les deux le même jouet, comment je vais gérer ça? On apprend la sociabilité. C'est indispensable. Donc il faut sortir vos enfants dehors pour tout l'éveil des sens et puis pour apprendre à vivre avec les autres. Pourtant, les élus, je voulais juste rajouter que les élus en Belgique notamment, mais je suppose en France aussi, présents dans les journaux communaux, donc les maires et tout ça, l'introduction des tableaux noirs, les tableaux interactifs. Tableau numérique, on dit. Tableaux numériques, les tablettes et tout ça, comme. Est-ce que c'est pas suffisant si quand on leur montrera cette interview, est-ce que c'est pas suffisant pour qu'ils disent non? Alors, stop, c'est vu comme un plus, quoi. La ville est contente d'annoncer dans son journal qu'elle a équipé toutes les écoles de numérique. Les personnes voient ça comme un plus. L'enfant va apprendre mieux avec les nouvelles technologies, mais pas du tout. Il n'y a aucune étude qui a prouvé qu'on apprenait mieux avec un écran, quel que soit l'âge. Il y a même l'étude PISA qui a montré qu'au-delà de une séance d'informatique par mois, les enfants développaient moins de compétences informatiques. Et tous les pays comme les États-Unis qui ont numérisé de façon massive les écoles sont en train de retirer le numérique des écoles. Beaucoup de pays le retirent parce qu'on se rend compte que c'est finalement peut-être plus un inconvénient qu'un avantage. Donc il faut, à mon avis, stopper toute la numérisation des écoles. Et tant qu'on n'a pas d'études qui montrent que ça apporte quelque chose à l'enfant, eh ben, on ne numérise pas. Ça coûte des millions d'euros. Alors qu'on a besoin plutôt de développer des soignants, des médecins, des aides à la parentalité. Les parents sont paumés quand ils ont leur premier enfant. Ils ne savent pas forcément quels sont les besoins de l'enfant. J'ai des parents qui ne parlent pas au bébé quand il naît. Parce que comme le bébé ne parle pas et ne comprend pas, il ne lui parle pas. Et à la maternité, on leur a expliqué comment donner le bain au bébé, comment préparer le biberon, comment tourner le petit coton avec le sérum fille pour nettoyer le nez. Et aucune personne à la maternité a dit aux parents, vous savez ce qui est très important, c'est de regarder votre bébé, de lui parler. Et quand je le dis aux parents, ils le font sans problème. Mais j'ai des fois des enfants qui ont 2 ans, les parents ne lui parlent pas. Donc il y a toute une école de parents à créer, ce que je dis dans ma vidéo, ou un système pour accompagner les parents qui en ont besoin. Il y en a qui ont beaucoup de parents, d'enfants, de grands-mères qui vont les conseiller, les épauler. Et puis il y a des parents qui sont paumés, qui sont isolés et qui ont besoin qu'on les coache un peu. Donc c'est très important, il faut mettre l'argent dans le soutien à la parentalité. Réhumaniser la société. Et réhumaniser la société. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Pour élever un enfant, il faut tout un village ». C'est indispensable. Le village, il va élever l'enfant, mais il va renforcer le travail de la maman, la soulager quand c'est difficile, l'épauler, la conforter dans ce qu'elle fait et partager les expériences. Et souvent maintenant, dans les sociétés civilisées, le village, c'est un tout petit appartement et la maman, elle est toute seule avec son enfant. La société du 21e siècle a inventé un nouveau concept, la maman seule avec son bébé. La maman, elle ne peut pas élever son enfant seul avec un bébé, c'est pas possible. Médicalisé aussi, où le lien social ayant disparu, on surmédicalise. Alors je ne sais pas si on surmédicalise quand les enfants de plus de 6 ans ont des troubles de l'attention et qu'on les met sur Ritaline. Je ne sais pas pour les petits, mais en tout cas, il faut qu'on se pose la question de la cause environnementale, de la cause éducative. Moi, je vois des enfants qu'on adresse à l'hôpital vers des médecins
Alors qu'en fait, c'est éducatif le problème. Le problème éducatif donne un problème médical. C'est ça que je voulais dire, Mais pas il faut pas s'inquiéter de médicaliser. l'éducatif. C'est ça que je voulais Puisqu'en remettant le bon éducatif, l'enfant n'a plus de troubles. Donc c'est très important. Ça ne sert à rien de faire une IRM cérébrale à un enfant qui est 6 heures par jour devant un écran s'il ne parle pas et s'il ne répond pas à son prénom. D'abord, interrogeons l'environnement. Si ce n'est pas l'environnement, on peut aller sur le champ du médical, évidemment. dire.